Bonjour à tous, bonjour Laurence, merci beaucoup pour ta présence. Bonjour, Pour aujourd'hui, pour parler de l'environnement favorable autour du bébé. Et comme je disais en introduction, en attendant que Laurence se connecte, Laurence est un puits sans fond de connaissances et je sais que ça va être passionnant. Je sais qu'il va falloir que je la canalise parce elle adore parler de ces sujets et elle est tellement pertinente que ça peut être très long, mais on va essayer de faire synthétique pour ne pas vous noyer parce que vous avez déjà eu 4 conférences et je vous vois parce que vous êtes là depuis ce matin, donc vous en avez plein dans les pattes. On va essayer de tenir le timing. Je vais donner la main à Laurence pour qu'elle puisse partager son écran et surtout se présenter. Bonjour. Du coup, j'ai commencé le partage. Donc, je m'appelle Laurence Girard. Je suis infirmière puéricultrice de formation initiale. J'ai pas mal de formations autres à mon actif. J'ai fait de la formation pendant de très nombreuses années. J'en fais encore. Et, et là, j'essaie de partager ma présentation. Voilà, je suis spécialisée dans le nouveau-né. C'est vraiment ce que je préfère, on va dire, même si les enfants m'intéressent. Et à côté de ça, je suis présidente du conseil scientifique de SOS Préma, qui est une association de parents d'enfants, enfin de nouveau-nés hospitalisés. Je suis aussi membre du groupe de réflexion et d'évaluation de l'environnement du nouveau-né, qui émet des recommandations pour les nouveau-nés hospitalisés en France. Et je suis aussi membre d'un comité pédagogique pour un enseignement universitaire sur la physiologie en obstétrique. Voilà. Alors, je sais que dans le sommet, il y a beaucoup d'intervenants différents. Donc, je vais passer, j'ai besoin d'introduire ce que je vais vous dire, donc voilà, mais je vais être brève. Donc, Lucie m'a demandé d'intervenir sur un environnement favorable pour accueillir le nouveau-né et on va commencer depuis le début, non pas la grossesse, je vais laisser ça aux sages-femmes, mais depuis la maternité. Voilà, alors la naissance d'un enfant, c'est aussi la naissance d'un parent, même si c'est son deuxième, troisième ou quatrième enfant. On n'est jamais le même parent pour, pour un enfant différent. Et un enfant qui naît et un parent qui naît, eh bien, font face tous les deux à l'inconnu. Un parent qui naît fait face à des situations inconnues et la plupart du temps, rien ne se passe comme prévu. Et c'est tant mieux, ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Et le bébé qui naît, lui aussi, fait face à l'inconnu, mais il a la chance de s'appuyer sur le connu qui est sa vie antérieure, sa vie intra-utérine, où il connaît sa maman, on va dire, depuis l'origine, le rythme de son cœur, son odeur, sa voix et bien d'autres choses. Un parent qui naît, c'est un changement irrémédiable de vie. Il est obligé de de prendre des nouveaux repères, de reconstruire de nouvelles choses. Et un enfant qui naît, c'est aussi un changement de lieu de vie de façon absolument irréversible. Personne n'est jamais retourné dans l'utérus de sa mère et c'est sans doute tant mieux. Et pour faire face à ce changement d'environnement majeur, il va construire de nouveaux comportements qui sont programmés pour certains, mais comme toute programmation, elle va s'exprimer suivant l'environnement qu'elle rencontre. Et les bébés, tout comme nous, sont programmés pour faire des rencontres. Les parents, la maman et le papa sont à une période de la vie, quand on devient parent, où on est assez vulnérable. Mais cette vulnérabilité est aussi une chance parce que qui dit vulnérabilité dit grande sensibilité et assez puissant pour mettre un enfant au monde et poursuivre de le faire vivre et l'élever. Et ce qui fait que ce bébé va rencontrer des personnes puissantes, c'est vrai, et aussi vulnérables, mais donc sensibles. Voilà. Et il a absolument besoin de les rencontrer pour pouvoir vivre et se développer. Alors, à la naissance, aujourd'hui,
c'est très commun et c'est même normal qu'on propose à la maman ou au papa, à défaut de la maman, du pot à pot dès la naissance, qui est un temps de rencontre, mais aussi un temps d'apprentissage mutuel, aussi bien pour le bébé que pour le parent. Alors, ce pot à pot, il a souvent été mis en avant pour favoriser l'allaitement. Et pendant un moment, on a pu dire, ah, mais s'il n'y a pas de pot à pot, l'allaitement est fichu, il faut vraiment profiter de ce moment-là pour mettre l'allaitement en place. Si ça ne s'est pas fait, oh là là, la catastrophe, etc. Ce qui fait que parfois on arrive au résultat inverse, c'est-à-dire qu'on va être centré sur la tâche, faire téter le bébé, et pas forcément centré sur la rencontre. Alors, je voudrais vous proposer de regarder un petit film que j'ai fait il y a un certain nombre d'années, quand il se pratiquait pas aussi souvent en France, mais que j'ai fait en Suède. Et je vais devoir quitter juste mon écran. Alors, mon ordinateur réfléchit beaucoup en ce moment. Voilà, ce petit film. Les autres films sont. J'ai réussi à les intégrer, mais pas celui-là. C'est un petit garçon qui est né il y a une dizaine de minutes. On l'a placé en peau à peau contre sa maman. Il est bien couvert, il a un bonnet. Et vous allez voir, sa maman est tranquille, assez calme. Et voilà, on a à peu près 6 minutes de film et je vais me permettre de les commenter. Alors, on pourrait penser que ce bébé est déjà en train de téter. En fait, il a juste la bouche sur le sein. Et on pourrait penser qu'il est déjà à son affaire. Et en fait, non. Il va goûter, sentir le sein de sa maman. Mais à côté de ça, il va faire du redressement et chercher à croiser son regard. Il va de nouveau se redresser. Le cadrage va s'améliorer, hein. Il ouvre un peu plus grand la bouche. Elle essaie de le... Peut-être qu'elle pense qu'il a besoin d'être remis correctement. Elle lui fait une petite caresse. Elle essaie de le remettre à ce qu'elle pense être le bon endroit. Lui, il met son nez sur le bout de sein. Elle est assez tranquille, mais elle essaie quand même des choses pour le faire téter. Si on ne connaît pas bien cette séquence, on peut penser que ce bébé, il a un peu du mal. Alors que si on a observé déjà plusieurs bébés, ce qui n'est pas souvent le cas pour les parents, en réalité, on s'aperçoit que tous les bébés ont des séquences de découverte où en fait, voilà, hop, je jette un petit coup d'œil à ma maman qui a mis ses belles lunettes Dolce & Gabbana pour l'occasion. Et puis, je la regarde et je la lèche. Ça la fait un petit peu rire. Elle trouve ça mignon. Je me redresse. Je fais du léchage. Je me redresse, je me redresse. Bon, sa maman pense que le bébé a glissé. Alors, elle le remet au bon endroit. Elle essaie de lui remettre le sein en bouche. Hop, le bébé se redresse. La regarde un peu plus longuement. Ça la fait très sauter de rire. Elle le couvre. Peut-être que vous avez remarqué les bras du bébé qui sont un petit peu plus regroupés. Il ouvre un peu plus grand la bouche. Il se redresse, il lèche. Il la regarde, il lèche. Ça lui gratte l'oreille à maman et il va se mettre le bout de sein dans l'œil. Elle le caresse. Il se redresse. Il la regarde à nouveau. Elle le recaresse. Elle trouve ça drôle, ce bébé qui se trompe et qui, au lieu de mettre la bouche, met l'œil à la place. Alors, elle essaie de le rehausser un peu. Il proteste un petit peu. Il fait des mouvements des bras, il la regarde. De nouveau, il observe, il scrute le bout de sein, elle le caresse.
Il regarde, il regarde, il regarde. Elle le caresse à nouveau. Elle le couvre. Il va se redresser, lécher. De nouveau la regarder. Se redresser, ouvrir la bouche. Hop, elle essaie de recaler son bras. Alors, je l'arrête 2 minutes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, derrière la caméra, je trépigne. Je suis en Suède, en fait. Je ne peux rien toucher. Je ne suis pas soignante dans ce service. J'observe. Et je me dis, oh là là, mais si je lui donnais un petit coup de main, elle est en train de galérer là. Et le bébé aussi. Et si je leur donnais un petit coup de main, oh là 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 là. Et vraiment, vraiment, je suis très impatiente. Et là, en plus, je ne sais pas si vous voyez, elle tourne son regard vers moi. Et moi, je traduis ça par mais qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi. Et je trouve la solution pour apaiser ma tension interne. Je me dis, mais je ne peux rien toucher. Je ne peux pas toucher à la mère, je ne peux pas toucher au bébé, mais je peux glisser un oreiller derrière son dos. Alors, c'est ce que je vais faire. Et je vais poser la caméra. Les protestations du bébé deviennent de plus en plus importantes. Il s'est à nouveau mis le bout de sein dans l'œil. Et puis, il se met à faire des mouvements de succion, mais en dessous. Bon, elle trouve ça rigolo, elle trouve ça mignon. Bon, elle le place sur le sein. Mais il ne tête toujours pas. Il la regarde, il la lèche. Il pourrait, hein. Il la lèche et la langue sort de plus en plus. Il la regarde, elle le caresse, il la regarde. Et là, il a un mouvement avec les épaules qu'on appelle le fouissement. C'est à ce moment-là que moi, j'ai craqué, j'ai posé la caméra et j'ai mis l'oreiller derrière la dame. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, ce bébé ni cette maman n'avait pas besoin d'aide. Mais parfois, quand on est autour, ou parfois, quand on est la maman, quand on est le papa, on peut passer qu'en fait, ça ne se passe pas très bien, que les choses ne sont pas en train de se passer normalement. Normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Hop, 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 il devrait grimper puis aller téter. Or, en fait, quand les choses se passent comme ça, et à l'époque, je n'avais pas assez d'expérience, quand les choses se passent comme ça, c'est qu'elles se passent bien. Le bébé, c'est la première fois qu'il voit sa maman, c'est la première fois qu'il la sent du dehors et c'est la première fois qu'il va chercher à manger tout seul. Et donc, il a un déploiement des compétences qui prend un peu de temps, mais qui est nécessaire. Et ce que je voudrais juste dire, s'il y a des mamans qui attendent un bébé, Il y en a, il y en a. Auditoire, voilà, c'est d'être confiant, d'être patient, et puis de profiter de ce moment-là pour le regarder. Vous avez peut-être vu que la maman, je l'ai souligné, elle caresse son bébé, il la fait rire. Et c'est un moment de rencontre assez intense et de ne pas être centré sur le fait qu'il faut absolument qu'il tète. Et si toutefois, les mamans qui sont là, elles ne souhaitent pas allaiter leur bébé, elles peuvent, au moment où elles voient qu'il commence à chercher, eh bien, ça peut être le moment de lui proposer le biberon, mais tout doucement, de façon à ce qu'il puisse déployer ses compétences et qu'il soit prêt au moment où il va le prendre. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que j'ai dit, Lucille, pour toi? Oui, c'était très émouvant. D'accord, ok. Donc, on peut faire confiance au bébé, on peut faire confiance aux parents et voilà, être dans ce temps de rencontre. Pourquoi c'est important? Parce que certaines fois, quand on est trop pressé et qu'on va proposer à téter au bébé, alors que ça soit au sein ou au biberon, en essayant de l'aider, en essayant de faire à sa place, en essayant de le caler, eh bien, si le bébé n'est pas prêt,
C'est un peu dommage parce que parfois, après, ils développent un peu des aversions. Ils sont moins à l'aise. Ils ont un peu tendance à s'énerver les fois d'après. Et on est obligé de poser tout le monde et, dans ces cas-là, et surtout de laisser les bébés faire tout seuls parce que d'abord, ils savent faire et ensuite, si on a été trop actif et eux trop inactifs, eh bien, on les désorganise en fait. Voilà, et donc, restez confiants. Si toutefois la première tétée ne se passe pas en salle de naissance, que ça soit au sein ou au biberon, eh bien, on va reparler après du pot à pot. Et voilà, on n'est pas... tout est rattrapable. Hein. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses qui soient rédhibitoires. Donc, ce temps de rencontre, je vais me remettre là, c'est bien un temps d'apprentissage mutuel où allez, la maman, le papa, le partenaire de la maman, la partenaire de la maman vont apprendre en fait à se découvrir mutuellement les uns les autres. C'est pas facile pour moi aujourd'hui la vie, on dirait. Hein. Bon, si, ça va, ça vient. Alors, parfois, donc, l'essentiel, c'est effectivement d'être attentif, d'observer, d'être confiant, et puis d'apprendre et de penser, de savoir que c'est tout à fait normal de ne pas savoir, mais que, bon, finalement, d'autres sont passés par là avant, depuis plusieurs milliers d'années, et que les choses vont se faire. On peut rencontrer des écueils à ce moment-là, et ces écueils, on peut les rencontrer si, je vous ai dit, hein, rien n'arrive comme prévu, si par exemple l'accouchement est un peu difficile, certains bébés sont parfois un peu sonnés. Voilà. Et comme vous allez le voir, il n'y a pas que chez les bébés humains qu'on peut rencontrer des écueils. Chez les autres mammifères, ça arrive aussi. Et là, je vais vous montrer des petits poulains. Donc ça, c'est un petit poulain qui va très bien. Alors, les poulains ont l'avantage sur les bébés humains, c'est qu'ils peuvent tout de suite se redresser et suivre leur maman. Et quand on dit suivre leur maman, je dirais c'est vraiment, il n'y a pas plus de 50 centimètres entre la maman et son poulain. C'est le poulain qui suit la maman. Finalement, la maman, elle fait un peu sa vie et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, ça c'est un poulain normal. Et vous allez voir maintenant un petit poulain, enfin c'est une pouliche, qui a une désorganisation interne qui est liée à ses conditions de naissance. Alors, c'est des choses qui arrivent quand les les poulains naissent. J'essaie de passer, voilà. Quand ils naissent, hop, soit qu'il y ait une dystocie, c'est-à-dire une difficulté à faire sortir le poulain, soit qu'ils naissent par césarienne, ça arrive aussi chez les poulains, soit qu'ils naissent très, très, très vite. Voilà, et parfois, on voit très bien ça aussi chez les bébés humains. Quand ils naissent très, très, très vite, ils sont tout étonnés. Et ce bébé, donc poulain, enfin cette pouliche a été amenée à la clinique vétérinaire parce que dans ce cas-là, en fait, elle n'arrive pas du tout à se connecter à sa maman et donc elle ne mange pas. Et si on ne les soigne pas, et on a le traitement, et vous verrez, on va voir comment on traite ces poulains. Si on ne les traite pas, et ben ces poulains meurent de soif et de faim. Cette pouliche a un pansement autour du cou parce qu'on lui fait régulièrement des prises de sang. Et vous allez voir après, c'est un lien avec le pot à pot. C'est pour ça que je vous montre ça. Allez, c'est parti. Alors, elle a la tête baissée. Voilà sa maman. Elle passe sous la mère sans rien faire. La mère la suit. Et donc, le commentaire dit qu'elle est âgée de 2 jours et qu'elle manque complètement d'affinité pour sa maman, avec une défaillance du transfert de lait
et un réflexe de succion qui est complètement out. Et donc, cette petite pouliche, elle tourne en rond et c'est sa maman qui la suit. Voilà. Et vous allez voir, la maman va se mettre à disposition de la pouliche, mais pour autant, elle ne vient pas téter. Donc, la maman s'arrête. Alors, en fait, les prises de sang permettent de savoir que dans ces cas-là, ces petits poulains ont des désordres dans certains neuromédiateurs dans le cerveau et que du coup, ça ne fonctionne pas forcément très bien, comme vous pouvez le voir. Et il se trouve qu'on a, nous, les mêmes neuromédiateurs dans notre cerveau et qu'on a pu mesurer chez des bébés qui étaient nés par césarienne les mêmes taux de neuromédiateurs et qu'on a pu montrer que le pot à pot, comme le traitement qu'on va appliquer à cette petite pouliche, restaure le bon fonctionnement cérébral. Donc là, la soigneuse essaie de mettre le bébé à la mamelle de sa maman. Et elle dit elle n'est pas intéressée. Elle va essayer de lui donner un biberon. C'est des choses qui arrivent tous les jours, ça, dans les maternités. Hein. Alors, elle la coince, elle essaie de la faire téter. Et vous allez voir, tout passe à côté. Et la pouliche se débat. Alors, voilà le traitement. Il s'agit d'appliquer une pression sur la cage thoracique à l'aide d'une corde pendant 20 minutes. La pression vient d'être appliquée. On est en train de délier la corde. Et ça a le même effet sur les neuromédiateurs dont je vous ai parlé que le pot à pot. Mais simplement, le pot à pot chez les chevaux, ça ne fonctionne pas. Hein. Ce n'est pas possible de mettre le petit poulain dans un bandeau. Et vous allez voir tout de suite le redressement. Et hop, voilà, ça y est, on a un cheval. Alors, j'aime beaucoup cette séquence pour la suite. C'est qu'elle va encore tituber un petit peu, mais elle se dirige vers sa maman. Et vous allez voir la réaction de la maman qui, pendant 2 jours, s'est fait snober, littéralement par son bébé. Elle est un peu vexée. Et donc, elle lui fait un peu la gueule. Bon, le bébé, quand même, s'accroche. Bon, la mère est pas rassurée quand même. Et vous allez voir comme elle lui fait quand même bien la gueule. Non. Bon, ça finit bien hein, parce que c'est une maman. Hein. Elle va faire tout ce que font toutes les mamans du monde. Le bébé s'obstine. Ah, et hop, elle arrête son geste. Et elle la laisse téter. Alors, il lui faudra encore quelques heures à ce bébé pour se rétablir complètement. Et je vous laisse la fin du film parce que vous allez voir, c'est un bébé rétabli, c'est pas mal du tout. Donc, 7 heures plus tard, le commentaire dit que la pouliche est allaitée sans aucune aide extérieure. Bon, il manque encore un peu d'équilibre, mais ça y est, c'est parti. Et 36 heures après, elle galope autour de sa main. Voilà, c'est dans une clinique vétérinaire américaine à Davis.
Ça va? Alors, est-ce que c'est obscur ce que je raconte ou est-ce que c'est clair, Lucie? Moi, je trouve ça très clair, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Alors, du coup, le poids pour la naissance, ben oui, bien sûr. Mais quand après? Ben, aussi souvent et aussi longtemps que les parents sont OK pour le faire. Parce qu'un bébé qui change de lieu de vie, entre le monde du terrain et la maternité et le dehors, ah, c'est un sacré déménagement. Plus jamais dans sa vie il déménagera comme ça. Que les bébés peuvent être désorientés et c'est naturel, c'est normal. Ça arrive à d'autres bébés que les nôtres. Qui peut connaître des difficultés à téter, que ça soit au sein ou au biberon. Alors, bien sûr, quand le bébé va être en peau à peau, il va avoir tendance à chercher le sein. Bah, à ce moment-là, on peut le retirer, lui proposer le biberon. Quand on a un bébé qui dort beaucoup, 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 et le pot à peau ne va pas forcément le réveiller tout de suite, mais va l'aider à mieux dormir et donc à mieux se réveiller. Quand on a un bébé qui pleure beaucoup, quand le bébé a besoin d'un examen sanguin, alors tous les bébés ont besoin d'un examen sanguin, ne serait-ce que ce qu'on appelle le test de Guthrie. Le pot à pot est vraiment puissant contre la douleur. Donc, on peut, et c'est tout à fait faisable, le faire pendant que le bébé est en pot à pot contre sa maman ou son papa. Sa maman étant la plus antalgique que le papa, hein, mais voilà. Et puis, il y a un moment très particulier du séjour à la maternité, c'est la nuit de la montée de lait. Est-ce que peut-être vous en avez déjà entendu parler, certains l'appellent la nuit de la Java. Les bébés sont très excités par les phéromones qui s'échappent des seins de leur mère. Et à la fois, alors certains, la plupart du temps, ils vont téter très, très, très souvent cette nuit-là. Et si les mères ne sont pas prévenues, elles peuvent penser que si têtent si souvent, c'est qu'elles n'ont pas assez à lui donner à manger, qu'elles sont insuffisantes, que ça ne va pas, et qu'en plus, comme les hormones sont en train de dégringoler, ben, ça va encore moins. Voilà. Et ça peut être assez rude. Voilà. Alors, les bébés sont très, très, très attirés par les seins de leur maman parce qu'ils s'en dégagent des substances volatiles qu'on appelle des phéromones qui les attirent de façon irrémédiable. Et c'est vrai chez tous les mammifères, on l'a très bien montré chez le lapin. L'avantage de ce processus, c'est que si le bébé tète souvent cette nuit-là, il va d'abord drainer les seins et éviter que le lendemain matin, elle ait une montée de lait tellement terrible que c'est douloureux, ça fait très mal, le bébé n'arrive plus à téter. Et puis, surtout, il va lancer la production lactée de sa maman. Et il arrive chez les mamans qui nourrissent au biberon, évidemment, chez qui on bloque la lactation, on n'a pas tellement ce problème, sauf si parfois le blocage de la lactation est inefficace. Donc, cette nuit-là, c'est important de savoir que c'est une nuit assez délicate et assez terrible. C'est pas mal si on peut limiter les visites la veille, le jour même, de façon à vraiment voir que les gens qu'on a envie de voir. Et généralement, il n'y en a pas énormément. C'est-à-dire des gens qui ne vont pas avoir des réflexions, des remarques un peu désobligeantes. Et surtout, pouvoir dormir, récupérer au maximum, être accompagné. Alors, évidemment, du papa, de sa partenaire ou d'une personne qu'on a choisie. C'est pas mal si la personne, elle peut rester là et s'occuper du bébé pendant qu'il pleure, aller le promener parce que assez souvent, quand il est mis à distance de la mère, eh ben, il s'arrête de pleurer, forcément. Et puis, laisser la maman se reposer un petit peu. Est-ce que je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vécu cette nuit-là et qui ont pu bénéficier d'un soutien, que ce soit une personne qu'elles avaient choisie. Alors, c'est une nuit, exceptionnellement, ça peut être 2. Et avec les sorties précoces, bah, ça arrive à la maison.
Et donc, il faut bien que les mamans et les papas soient prévenus. C'est très, très impressionnant, mais ce n'est pas grave du tout. Au contraire, c'est même une très bonne chose. Moi, c'était à la maison. Toi, c'était à la maison, d'accord. Et du coup, ça va, ça s'est bien passé? Oui, oui, j'en garde pas un souvenir terrorisant. Après, j'étais prévenue, donc Bon, super. comme tu l'as dit plusieurs fois, quand on sait, c'est quand même plus facile de ne pas paniquer. Bon, très bien. OK. Bon, et qui c'est qui t'en avait parlé? Ta sage-femme? Euh, alors, est-ce que c'était ma sage-femme ou les livres que j'avais lus? Je sais pas, mais je savais. Ouais. OK. Bon, c'est vraiment quelque chose d'important à diffuser. Voilà. OK, super. Bon, ben voilà, on arrive à la maison. Un nouveau-né, ça occupe les 24 heures, hein. C'est tout petit, mais c'est un peu, du coup, c'est un peu une course de relais entre les deux parents. Voilà, et ça va durer plusieurs semaines. Ça, c'est la norme. C'est comme ça. Euh, Si nous sommes devenus l'espèce que nous sommes, c'est sans doute parce que nous avons un maternage collectif et coopératif. Parce que même pour deux personnes seules, un bébé, c'est beaucoup. Voilà. Donc, qui peut aider? Est-ce qu'on a dans notre entourage des personnes qui peuvent nous aider? Et puis, si ce n'est pas le cas, comment on peut s'aider soi-même? Est-ce que pendant la grossesse, on a peut-être préparé, mais ça, c'est un peu banal, hein, mais juste, je le rappelle, des choses qu'on a pu mettre au congélateur ou en bocaux, enfin. Et puis, avoir des légumes et des fruits frais, ça, c'est important aussi pour la santé. Renoncer à des tâches singulièrement chronophages et qui ne sont pas vitales, je sais pas, le repassage, les vitres, etc. Avoir des contacts sociaux, c'est bien, c'est même top, surtout avec des groupes de mamans et de papas. Parfois, on les retrouve parmi ceux avec qui on a fait la prépa. Et puis, dormir dès que le bébé dort et puis adapter au fur et à mesure. Voilà. Alors, dormir dès que le bébé dort, moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit non, mais je ne suis pas un bébé, hein, je ne dors pas 24 heures ou 20 heures par jour. Hein. Voilà. Mais bon, quand même profiter que le bébé dorme pour se reposer, c'est vraiment utile. Il se passe quelque chose dans les semaines qui suivent le retour à la maison, c'est la mise en place des rythmes de vigilance du bébé. Alors, ces rythmes, ils commencent à se manifester dès la période intra-utérine parce que dans notre cerveau, et dans le cerveau des fœtus également, on a un chef d'orchestre de nos rythmes. C'est un nom un peu barbare, ça s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. Et donc, ils sont au-dessus du chiasma optique et ils reçoivent de la lumière quand le bébé est né, mais dans la période intra-utérine, ils n'en reçoivent pas. Mais ils ont quand même un rythme qui se met en place et ce rythme, il varie d'une personne à l'autre. Il varie, alors pour ce qu'on en sait, autour de 25 heures, autour de 23 heures, autour de 22 heures, parfois autour de 24 heures. Et ce qui fait que quand le bébé naît, il naît déjà avec un rythme. Mais ce que vous voyez ici, la phase matinale de haute vigilance et la phase vespérale de très haute vigilance, avec une basse vigilance au moment autour de la sieste, et de très très basse vigilance autour de 2 heures ou 3 heures ou 4 heures du matin, ça dépend les physiologies, eh bien ça c'est un rythme qui n'existe pas encore chez le bébé. Et les nouveau-nés, quand ils rentrent à la maison, eh ben, ils sont un peu en roue libre autour de leurs 23, 25, 26 heures. Et ce qui fait qu'on peut avoir un bébé à 3 heures du matin qui hurle pendant 2 heures, et puis un bébé qui, à 5 heures de l'après-midi, dort comme un sonneur. Jusqu'au moment où, en subissant l'alternance jour et nuit, cette roue libre va s'arrêter et on va basculer petit à petit vers cette organisation où on a une très haute vigilance le soir,
Le matin, un peu moindre, mais quand même, il y a des bébés à 5 heures pétantes, ils sont debout et ils ne se rendorment pas. Quand on les amène à la crèche à 9 heures, 8h30, 9 heures, alors là, oui, ils vont faire une bonne grasse matinée, alors que maman, elle, retourne au boulot, et ça peut être assez douloureux pour les mamans et les papas. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette très haute vigilance peut se manifester par des pleurs incoercibles pendant 2 à 3 heures. On les appelle pleurs du soir, mais qu'on les appelle encore coliques du nourrisson. Je dirais c'est une bonne nouvelle. Alors, on va parler comment gérer, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bébé est en train de rentre dans un rythme humain. C'est-à-dire, il n'est pas une chouette qui était réveillée la nuit et qui dormait le jour. Ça y est, il rentre dans un rythme humain. Et ça veut dire que tout son organisme va se caler sur ce rythme. Ce qu'on peut constater, et c'est comme ça aussi qu'on peut vérifier, c'est que finalement, avant, il pouvait rester réveillé la nuit pendant des plages assez importantes. Et là, les plages d'éveil la nuit se raccourcissent. Et dans la journée, par contre, elles s'allongent. Et on peut avoir des activités avec le bébé assez sympas. La plupart des bébés vont mettre en place ce rythme jour-nuit avec cette haute vigilance le soir vers 3, 4, 5 semaines. Mais certains ne le feront qu'au bout de 2 ou 3 mois. Et donc, il y a une grande variabilité. Tous sont normaux, mais tous ne le font pas au même rythme. Il y a quelque chose qui aide, c'est que, je l'ai mis, le jour, il fait jour et la nuit, il fait nuit. Et donc, pas de veilleuse la nuit pour les tout petits, ça n'est pas utile, et voire même c'est néfaste. Et dans la journée, on laisse les fenêtres, enfin les volets ouverts, de façon à ce que la lumière pénètre dans la chambre où dort le bébé. Un bébé qui pleure comme ça, de façon incoercible, c'est très, très, très perturbant. C'est très difficile à gérer. Ça se gère assez mal, en fait. Et on va quand même en dire 2 mots. On est bien d'accord, ça arrive. Alors, pas forcément le soir, le temps que les choses se calment, mais à un moment donné, ça finit par se regrouper le soir. Si le bébé pleure depuis le matin 7 heures jusqu'au soir 17 heures, ça n'est pas normal. Ça n'est pas... si par contre, quand le bébé pleure au cours de cette période, la maman ou le papa arrive à l'apaiser, mais qu'à ce moment-là, il n'y arrive pas, ça c'est normal. Donc, si j'ai un bébé qui pleure sans discontinuer, que je n'arrive pas à apaiser aujourd'hui, alors qu'hier j'y suis arrivée, et qu'on n'est pas le soir, à ce moment-là, je vais consulter. Est-ce que j'ai été claire? Oui. D'accord. Après, moi, j'ai dit oui, mais enfin, si les mamans n'ont pas compris, qu'elles le Non, disent. mais déjà, ça me fait un bon témoin. Et voilà. Si par contre, on a un bébé qui pleure le soir de façon intense, mais qu'au cours de la journée, on a réussi à l'apaiser et qu'en plus, il va s'endormir, alors on est tranquille. On n'est pas face à un problème. On est juste face, entre guillemets, aux pleurs du soir, qui ne sont pas si simples à gérer. Certains bébés ne vont pas pleurer énormément, mais simplement, ils sont beaucoup éveillés, donc ils vont beaucoup téter. À force de téter, si la maman les allaite, eh ben, elle va avoir les seins vides. Elle va peut-être lire « Ah, ben, j'ai plus assez de lait, c'est pour ça qu'il continue à pleurer. » Non, il pleure, enfin, il tète, il pleure, c'est juste la norme. Ça va, le temps, timing, j'en ai plus pour longtemps. Hein. Enfin, Oui, tout va bien, tout va bien. tu me dis. Hein. Alors, je voudrais vous montrer un petit quelque chose parce que pendant un petit moment, on a accusé les bébés d'être capricieux et d'aimer les bras. Alors, c'est une étude en fait. Hein, c'est le
C'est un film qui est tiré d'une étude. Cette étude, oh mince, pardon, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh, j'ai des problèmes. Alors, cette étude, elle a cherché à comprendre pourquoi les petits mammifères étaient si souvent transportés par leurs parents, et notamment par leur maman, et qu'est-ce qui se passait sur le plan biologique au moment du transport. Et comme vous pouvez le voir, ce petit lion ne moufte plus, il ne bouge pas. Et c'est propre à tous les petits, si vous avez des petits chats à la maison, c'est la même chose. Et donc, alors ça se passe au Japon. Vous allez voir des bébés un peu grands hein, déjà, qui vont être équipés pour qu'on puisse capter leur rythme cardiaque. Alors, c'est pas bien méchant. Hein. Et puis, qui vont être portés dans deux situations. Une situation où la maman est assise et une autre où elle marche. En anglais, les mots sont différents, holding et carrying. En français, non. Bon, voilà, donc la maman est assise. Vous allez ici voir la fréquence cardiaque du bébé. Voilà, quand la maman est assise, la fréquence cardiaque est haute. Et aussitôt qu'elle va se mettre à marcher, plus vite elle marche, plus elle marche vite, plus le rythme cardiaque chute. Et le bébé devient quiet et relax, dit le médecin qui a fait l'étude. Et aussitôt qu'elle va se rasseoir, le rythme cardiaque va remonter et les pleurs arrivent. Et là, forcément, votre belle-mère vous dit, tu vois, tu l'as habitué au bras, il est vraiment capricieux cet enfant. Exactement. Alors, on pourrait penser qu'il est capricieux, hein, voilà. Sauf que quand on observe au ralenti, on se rend bien compte que les pleurs arrivent après que le rythme cardiaque soit remonté. Or, le rythme cardiaque, on n'a pas maîtrise. Personne ne maîtrise son rythme cardiaque, à part d'être un très grand yogi, ce que les bébés ne sont pas. Et en fait, ce que vous ne voyez pas dans le film, c'est qu'on a couplé à des prélèvements de cortisol salivaire chez ces bébés, et on a montré qu'effectivement, le fait de marcher vite avec le bébé faisait chuter le cortisol, et c'est ce qui fait chuter le rythme cardiaque. Donc, les bébés, effectivement, ne sont pas capricieux, simplement, ils sont programmés par l'évolution, parce que, imaginez voilà, cette maman chimpanzé, si elle devait fuir devant un prédateur, eh bien, il faudrait que son bébé soit bien accroché. Alors, il se prend dans les poils hein, avec les mains, le grasping. Il va aussi, avec la mâchoire, le muscle le plus puissant de l'organisme, s'accrocher à la mamelle. Et sa maman, à ce moment-là, si elle doit fuir, elle va faire du quatre pattes, hein, les quadrupèdes. Il faut vraiment qu'il s'accroche et surtout qu'il ne moufte pas. Et qu'ils restent calmes. Et c'est comme ça qu'ils vont se sauver tous les deux et que l'espèce va pouvoir continuer à avancer. Donc, les bébés ne sont effectivement pas capricieux. Le portage les apaise. Vous m'entendez toujours? J'ai coupé le son. Ouais. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Le portage les apaise. Ça peut être une façon de céder, je dirais, pour passer ces pleurs qui sont un peu intenses et les rendre un peu moins difficiles. Alors, ça peut être une façon, mais il est important aussi que le bébé puisse s'endormir, enfin, puisse se réveiller là où il s'est endormi. Donc, quand on gagne un peu en expérience, ça fait 1 soir, 2 soirs, 3 soirs, 4 soirs, qui crie de telle heure à telle heure. Ça veut dire que quand telle heure va arriver, il va sans doute s'endormir comme les soirs précédents. On a une forte probabilité que ça arrive. Et le bébé s'endort. À ce moment-là, on peut le poser dans le lit où il va se réveiller, parce que tous les bébés, comme nous d'ailleurs, nous nous réveillons pour vérifier nos conditions de sécurité. Est-ce que c'est
Je suis toujours au bon endroit? Est-ce que la porte est toujours bien au bon endroit? La fenêtre aussi, tout ça, tout bien. Et donc, s'il s'est endormi à cet endroit-là et qu'il se réveille à cet endroit-là, eh bien, à ce moment-là, il va se rendormir plus facilement. Et un des écueils un peu à éviter, c'est chercher à endormir le bébé. On ne peut pas endormir quelqu'un à moins d'utiliser des neuroleptiques. Il s'endort, le cerveau s'endort de lui-même. Donc, un peu repérer quand est-ce que le bébé s'endort et le poser dans son lit et ne pas penser qu'on est tout puissant et que c'est nous qui l'avons endormi. Quand les bébés grandissent vers 2 mois, 3 mois, 4 mois, à ce moment-là, ils vont donner des signes de fatigue. Ils vont frotter les yeux, ils vont grogner, on va voir peut-être les sourcils devenir rouges, etc. Bon, là, les mamans, elles savent. Mais c'est vrai qu'un nouveau-né, ce n'est pas facile. Donc, voilà, ça peut aider de repérer comment il se comporte et à quel moment il s'endort. Ben, c'est le moment d'aller le coucher un peu avant, éventuellement. Il se peut qu'il crie un peu. Hein. Voilà. Alors, face aux pleurs, les bonnes questions. Le plus souvent, je parviens à apaiser mon bébé. Bon, tout va bien. J'ai bien dit le plus souvent, je n'ai pas dit toujours. Il arrive que je n'y parvienne pas et que le bébé, effectivement, il va s'apaiser tout seul. À un moment donné, il va s'endormir. On est sans doute face à des pleurs du soir au moment où il prend son sommeil. Pardon. Mon bébé dort par période, pleure par période. Ok, il pleure pas sans discontinuer. Si il pleure sans discontinuer depuis plusieurs heures, alors que d'habitude j'arrive à l'apaiser, je consulte. Hein, on ne peut pas juste dire les pleurs c'est rien, non, c'est aussi un signal. Ça peut vouloir dire qu'il a mal ou voilà. La dernière chose, c'est qu'entendre un bébé pleurer, ça peut être très 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 difficile et très irritant. Et si c'est le cas, si en plus on a passé, on a passé une mauvaise journée ou qu'on a passé la journée toute seule avec le bébé, qu'on a pris soin de lui toute la journée et que le soir, en récompense, on a une crise de pleurs, eh ben, on peut faire un petit peu comme cette jument-là. Ça peut être un peu décevant. Voilà. Eh ben, c'est naturel, la preuve. Ça peut arriver. Donc, on pose le bébé. On cherche de l'aide si on en a besoin. On cherche, mais on pose le bébé dans son lit et on va faire un tour éventuellement. Je ne dis pas très loin, hein, je dis dans la cuisine où il ne s'agirait pas de partir à des centaines de kilomètres. Voilà. Et puis, on peut chercher de l'aide auprès d'autres mamans, auprès de la sage-femme qui nous a suivis, auprès de la puère qu'on connaît, de la PMI, du pédiatre, enfin voilà. Parce que on peut comprendre, et c'est humain, qu'un bébé qui pleure pendant très longtemps, le soir, bah, c'est très dur, quoi, c'est très difficile. Voilà, mais je crois que je voulais pas trop empiéter sur mon temps et donc j'ai voulu aller à l'essentiel et aux choses qui me paraissaient vraiment importantes pour l'environnement. Et voilà. C'était hyper intéressant, comme d'habitude. Merci, Lucie. Est-ce qu'il y a des questions Il n'y a pas de questions, mais enfin, pour moi, c'était limpide. Mais n'hésitez pas si vous en avez à poser à Laurence. Vous la retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. J'avais partagé plusieurs fois son compte. Laurence, j'ai plus là en tête, mais sur le site du sommet. Je ne suis pas très active sur Instagram, hein, mais bon, voilà, si vous pouvez me joindre par mail ou... Voilà, vous pouvez la retrouver en tout cas. Pour toutes celles qui étaient là hier, je vais mettre le replay de toute façon à disposition, donc vous pourrez voir et revoir cette intervention. C'était trop bien, j'étais ravie de voir des juments, des poulains, c'était trop bien. Ça change un peu, hein. On a marre de voir des bébés. Oui. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des mamans enceintes là qui nous regardent, donc j'espère que ça vous aura. Je leur souhaite une superbe fin de grossesse et puis un beau bébé, un accouchement inattendu et chouette, quoi. Voilà. Et Lucie, s'il y a
parce que tout peut arriver et on peut être actif pour tout. Mais s'il y a des mamans qui sont confrontées à une naissance avant la date prévue, l'association SOS Préma est d'un grand soutien pour les parents d'enfants hospitalisés ou même prématurés, mais qui ne sont pas hospitalisés. Par exemple, quand on est à 36 ou à 37 semaines, parfois c'est un peu difficile. Donc, je ne sais pas si tu as je te donnerai les Je vais lui mettre les coordonnées liens. pour, voilà, si toutefois. Et sinon, ben, ça n'empêche pas parfois d'avoir besoin d'aide, même si le bébé est né à terme. Voilà. Super. Et puis n'hésitez pas à le partager autour de vous. SOS Préma, c'est connu sans être. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, donc n'hésitez pas à le partager aux futures mamans qui sont autour de vous. Parce que c'est une mine d'or et Laurence en fait partie. Merci à tous. Merci Laurence pour ton temps. Merci à toi, Lucille. Hein. Merci de ta flexibilité. Hein. Je rigole. Ça s'appelle les imprévus, ça s'appelle la vie. Je t'avoue, j'avais fait un petit mail hier donc à tout le monde. Donc vous avez dû le recevoir, vous qui êtes derrière votre écran, pour dire que c'était décalé. Et j'ai reçu plein de mails. On espère qu'elle va bien, on espère qu'elle va bien. Oui, j'ai vu, tu m'as dit. La bienveillance, vraiment, c'est de rigoler. Voilà. C'était super. Bon, merci à merci tous. Une très belle fin de journée. Un bon goûter avec vos enfants ou tout seul. Profitez bien et à très bientôt. Au revoir.